Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la troisième et la dernière partie du cours du polyarthrite rhumatoïde. Dans cette partie, on va aborder l'imagerie, les examens biologiques et bien sûr le traitement. Toujours, tous les supports, tous les liens sont disponibles dans la description. Je vous invite, comme d'habitude, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, là, comme imagerie devant une polyarthrite rhumatoïde, on a de la radiographie des mains et des poignets, bien sûr, des membres supérieurs, des segments distals, des pieds, qui vont souvent montrer une hypertrophie des parties molles, une déminéralisation qui témoigne d'inflammation et bien sûr l'érosion qui est caractéristique. Je répète, dans la PR, il existe une lésion, une érosion, une destruction du cartilage, comme on avait vu dans la physiopathologie. Je vous invite à consulter les parties précédentes. Donc, on a des géodes aussi sous-chondrales, des pincements articulaires et des subluxations. Donc, là, vous voyez, c'est l'imagerie. Vous voyez en jaune, là, c'est l'érosion de l'os qui est proche de la synoviale rhumatoïde. Aussi, vous voyez en orange, là, c'est l'érosion aussi du cartilage qui se traduit par le pincement d'interlignes articulaires et bien sûr l'épaississement des parties molles qui témoignent de la réaction inflammatoire. Donc ça, c'est l'image typique d'une main atteinte de la PR, de la polyarthrite rhumatoïde. Là, vous voyez en comparaison, ça, ce sont des mains saines. Là, et bien sûr, vous voyez la lésion typique, le pouce en Z. Et comme on a vu dans les parties précédentes, les lésions caractéristiques, les déformations des mains et des membres inférieurs des doigts. Et des pieds plutôt. Donc là, c'est au niveau du pied. Donc, le pied qui va devenir triangulaire. Alors, vous voyez là les déformations du pied devant une PR. Là, c'est l'atteinte coxite rhumatoïde. Donc, c'est une complication, comme vous voyez là. Donc, vous allez voir l'inflammation au niveau du os coxal. Hein. Là, c'est l'articulation coxofémorale. Donc, l'inflammation, c'est la fameuse coxite rhumatoïde. C'est une complication fréquemment retrouvée dans la PR qu'on a déjà vu précédemment. Là, c'est du genou qui est rhumatoïde. Donc, c'est l'atteinte du genou. Et l'échographie nous permet aussi de déceler l'inflammation du liquide, l'épaississement et le pincement de l'interligne articulaire. Donc tout ça sont des lésions caractéristiques descriptives de la polyarthrite rhumatoïde. Passons maintenant à la biologie. Donc dans la biologie, on va noter bien sûr un syndrome inflammatoire. Donc on va noter une anémie inflammatoire, une thrombocytose, donc thrombocytose ou bien hyperplaquétose, et bien sûr l'augmentation du VS, du CRP, et aussi des anomalies de l'électrophorèse des protéines sériques. Donc dans la biologie, on va noter un syndrome inflammatoire. Deuxièmement, on va noter, bien sûr, ça, on avait déjà parlé, c'est les facteurs rhumatoïdes. Ce sont des IgM qui sont répandus en 80% de polyarthrite rhumatoïde. C'est ces facteurs rhumatoïdes-là, ils sont mis en jeu par les méthodes de latex et de Waller-Rose. On peut noter aussi les anticorps antiprotéiques. Et pour le diagnostic différentiel avec le lupus, on va doser les facteurs antinucléaires. Donc, normalement, ils sont absents devant une polyarthrite rhumatoïde. Aussi pour le diagnostic différentiel avec une arthrite septique. Donc, c'est le dosage ou bien c'est la recherche des éléments leucocytaires dans une arthrite septique
On va noter plus de 2000 éléments neutrophiles, surtout les polynucléaires neutrophiles. Donc, c'est du diagnostic différentiel avec une arthrite qui est septique. Et bien sûr, c'est le HLA-DR1 et le HLA-DR4 qui ont un facteur pronostic. Donc, dans la spondylarthrite ankylosante, on avait vu du facteur HLA-P27. Là, c'est du HLA-DR1 et du HLA-DR4 qui sont des facteurs pronostiques. Passons maintenant aux critères de diagnostic et on va baser sur les critères de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est un score, comme vous voyez là, qui est doté concernant les atteintes articulaires, la sérologie, la durée des symptômes et les biologies inflammatoires. Et si ce score-là, ce score de l'art est supérieur à 6, là, on va poser le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde. On dispose aussi d'autres évaluations cliniques. C'est la DAS28 qui est utilisée là. Et ça va mettre une description ou bien une évaluation de l'atteinte rhumatismale, donc inférieure à 2,6 c'est faible, entre 3,2 et 5,1 c'est moyen, un score supérieur à 5,1. Là, c'est l'atteinte qui est étendue et qui est majeure. Il est basé bien sûr sur plusieurs facteurs, parmi ça, c'est la VS, CRP, la douleur, les déroulages matinal. Tout ça, ça va rentrer dans les évaluations de DAS28. Donc, on a deux évaluations. On a la classification de l'art. Si un score qui est supérieur à 6, ça c'est du diagnostic positif d'une polyarthrite. Et deuxièmement, pour évaluer le degré, c'est du DAS28 pour évaluer l'échelle de l'atteinte de la polyarthrite rhumatoïde chez le patient là. Avant de passer au traitement, on va voir l'avant-dernier titre, c'est les diagnostics différentiels. Donc, en phase de début, comme on avait vu dans la biologie, c'est les infections qui sont éliminées par un taux de polynucléaire neutrophile qui est inférieur à 2000 éléments par millimètre cube. Parfois, c'est les arthropathies métaboliques. On va aborder ça dans la goutte, dans les prochains cours. Connectivite, spondyloarthrite. Je vous invite à consulter le cours de spondyloarthrite. C'est un diagnostic différentiel majeur avec la polyarthrite. Et la liste s'allonge avec des arthroses, des polyarthrites ou bien des pseudo-polyarthrites et des maladies inflammatoires comme la maladie de P7. Donc, dans la phase du début, l'inflammation, là, elle est confondue avec d'autres diagnostics différentiels de type septique, connectivite, SPA et des pseudo-arthrites et maladies systématiques comme la sarcoïdose, la purpura rhumatoïde, la maladie de P7 et la liste s'allonge. Donc ça, tout ça, ce sont des diagnostics différentiels dans la phase du début qui sont éliminés par les examens biologiques et radiologiques. Dans la phase d'état, donc on a des diagnostics différentiels. C'est les arthropathies métaboliques, c'est la goutte, comme je vous ai dit, qu'on va aborder comme prochain cours. On a le rhumatisme de Jacques. Ici, les séquelles du rhumatisme articulaire aigu et du lupus. On a la déformation de main en rapport avec la maladie de Parkinson. Ça va être un diagnostic différentiel avec la déviation cubitale au niveau de la PR et les spondyloarthrites avec atteinte périphérique. Et on a bien détaillé tous ces spondyloarthrites en trois parties. Je vous invite toujours à consulter les cours. Je vous invite toujours à traiter les modules comme des entités et suivre l'enchaînement des cours pour mieux simuler les modules comme d'habitude. Évolution et pronostic. Donc, l'évolution, elle est là par poussée et malheureusement 20% de formes qui sont sévères. Le pronostic fonctionnel et vital, on note malheureusement une diminution espérance de vie. Donc, le patient atteint d'une polyarthrite rhumatoïde, il va subir une diminution d'espérance de vie.
une réduction de 5 ans. Les causes là sont les complications, malheureusement, c'est l'amylose, les vascularites, les complications neurologiques, comme on avait déjà vu dans les parties précédentes, la luxation athéroïdo-axoïdienne, tout ça sont des complications et on n'oublie pas malheureusement les complications cardiaques, vasculaires, néoplasiques et même des infections là. Donc, malheureusement, 20% des polyarthrites rhumatoïdes tendent à se compliquer avec un retentissement fonctionnel qui est bien sûr mis en évidence et aussi vital par les complications neurologiques cardiaques spécifiques et non spécifiques. Donc, comme on avait déjà dit dans la première partie, c'est un problème majeur de santé, pose un problème de santé publique, c'est la PR, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Donc, malheureusement, l'évolution, elle n'est pas favorable dans tous les cas. Comme dernier titre, le traitement là. Notez bien que le traitement, il est personnalisé, adapté, il doit être précoce, notez ça bien, avant que la déformation s'installe, et spécialisé et multidisciplinaire. Donc, c'est un problème de santé publique avec un coût de traitement qui est élevé. Le traitement doit être adapté précoce afin que le patient là ne va pas devenir grabataire. C'est pour garder l'autonomie du patient le plus maximum possible. Bien sûr, toujours dans les pathologies chroniques, votre rôle en tant que médecin, c'est de l'information et l'éducation du patient concernant son état de santé pour mieux avoir une observance médicamenteuse et des compliance et même une coopération et une motivation du patient à suivre les étapes thérapeutiques. Dans la PR, notez bien ces médico-légales, la prise en charge est à 100% et on a trois objectifs pour ces patients-là. C'est de soulager les douleurs, ralentir l'évolution de la maladie, c'est élonger, faire l'élongation le plus maximum possible des rémissions et bien sûr maintenir leur fonction articulaire et l'insertion professionnelle et surtout prévenir les déformations qui sont malheureusement irréversibles comme on avait vu dans les premières parties de ce cours. Donc, le traitement, bien sûr, il vise à freiner l'auto-immunité, c'est une maladie auto-immune. On va voir les les immunosuppresseurs comme traitement de fond et diminuer aussi l'immunité normale et donc aussi les défenses contre les infections. Donc, faites attention, un traitement immunosuppresseur, faites attention, comme nous allons voir, aux autres infections qui sont insidieuses. Là, l'exemple le plus fréquent, c'est la tuberculose. Donc, avant d'entamer le traitement, faites attention à une tuberculose latente. Là, on va parler de ça dans les diapos suivantes. Donc, il y a deux ordres de ces traitements-là. Un traitement toujours immédiat ou un traitement symptomatique, c'est le traitement de poussée. Donc, toujours dans les pathologies chroniques, on a deux traitements. Un traitement de rémission qui sert à diminuer la symptomatologie dans la phase aiguë. Et bien sûr, un traitement de fond qui est très important pour allonger la rémission le plus tôt possible. Donc, un traitement immédiat ou symptomatique, il agit rapidement, mais pas dans la durée. Donc, c'est un traitement, comme le nom indique, symptomatique. Il a un rôle de réduire la symptomatologie le plus précocement possible. Le deuxième, c'est le traitement de fond. Il agit sur le long terme. C'est la biothérapie et les autres traitements non spécifiques. Donc, comme nous allons voir prochainement. Donc, deux modalités de traitement. Un traitement immédiat ou symptomatique. Un traitement de fond pour allonger la rémission le plus longtemps possible ou bien le plus longuement possible. Le traitement symptomatique. Premièrement, on commence avec le traitement symptomatique. C'est bien sûr les antalgiques pour lutter contre la douleur. C'est des paracétamol, tramadol, les produits morphiniques. Bien sûr, avec la respectation du palier de prescription des antalgiques. Les INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour traiter l'inflammation aiguë
qui a lieu au niveau des articulations ou bien de la synoviale. Les corticoïdes, si nécessaire, mais faites attention à faible dose. Ou ça, vous connaissez tous les effets indésirables, les effets secondaires des corticothérapies à long terme. Et comme traitement local, parfois on a de l'infiltration intra-articulaire par des produits cortisoniques. Donc, notez bien ces trois modalités de traitement symptomatique. Ça peut être des questions d'examen. Donc, premièrement, les antalgiques pour la douleur, les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour lutter contre l'inflammation. Parfois, c'est de la corticothérapie, mais à faible dose, faites attention. Et si le cas nécessite, c'est l'injection ou bien l'infiltration intra-articulaire de produits cortisoniques. C'est ça et appelle la synoviothèse isotopique. Donc, ça, c'est tous les points forts concernant le traitement symptomatique durant une polyarthrite rhumatoïde. L'objectif du traitement symptomatique, bien sûr, dès que le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde est certain, il faut débuter, notez ça bien, c'est un point fort, il faut débuter le plus tôt possible un traitement de fond qui est efficace. Il a un objectif qui est clair, basé sur les critères objectifs. C'est la rémission concernant la DAS, le score de DAS 28 qui va être inférieur à 2,6 ou bien une faible activité de la maladie, c'est du DAS qui est inférieur à 3,2. Donc faites attention, le traitement il est à débuter le plus tôt possible afin d'éviter les séquelles qui sont irréversibles. Donc ça, c'était premièrement le traitement symptomatique. Deuxièmement, le traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il est efficace sur les signes cliniques et biologiques de la maladie et il retarde ou bien stoppe la progression de signes radiologiques. Il est aussi prescrit le plus tôt possible. Leur action est retardée et au long cours, c'est d'allonger la durée de rémission le plus longtemps possible. Donc, deuxièmement, le traitement de fond. Et pour ce traitement de fond-là, on dispose de plusieurs traitements, ou bien plutôt de plusieurs modalités de traitement immunosuppresseur. On a du salazopyrine, le fameux méthotrexate et la rava. Mais malheureusement, ils ont des effets secondaires. Donc, c'est la leucopénie, la thrombopénie et des toxicités, bien sûr. Et on n'oublie pas l'allergie du méthotrexate. Donc, le méthotrexate et le traitement de référence là est indiqué à première attention. Notez ça bien. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Mais il nécessite une surveillance du poumon. Il existe des allergies qui sont rares. Et vous savez tous qu'un traitement immunosuppresseur, il est hépatotoxique, néphrotoxique et hématotoxique. On doit surveiller la fonction hépatique par du TGO, TGP ou bien du azat alat. La fonction rénale par l'urécréa et bien sûr l'hématotoxicité, c'est du FNS pour rechercher une leucopénie ou une thrombopénie associée au traitement par du fameux méthotrexate. Donc ça, c'était les anciennes modalités de traitement qui sont basées sur les immunosuppresseurs. Le chef de titre là, c'est le méthotrexate. Mais à cause des effets secondaires qui sont multiples, une nouvelle méthode thérapeutique, c'est la nouvelle biothérapie. Donc c'est une meilleure connaissance de la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde. Elle est basée sur l'inhibition de la réaction immunitaire. C'est cette réaction immunitaire-là qui a dégradé le cartilage ou bien le tissu articulaire. Donc, cette inflammation-là, elle se déroule au niveau de la cavité synoviale. Donc, on va jouer sur les médiateurs de l'inflammation, de la réaction immunitaire et on va les inhiber. Donc, il a de meilleurs résultats par rapport au traitement immunosuppresseur et bien sûr moins des effets secondaires par rapport au méthotrexate qui a eu une toxicité qui est
notable. En traitement de fond, on a deux stratégies qui sont actuellement employées. On a premièrement les anti-cytokiniques, c'est les anti-TNF-alpha, les anti-interleukine 6 et les anti-interleukine 1. Là, ce sont des anti-cytokines. Donc, on a une meilleure connaissance sur la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde. On avait dit que c'est une réaction immunitaire. On va jouer sur l'inhibition des médiateurs de la réaction immunitaire. Donc là, c'est les anti-TNF-alpha, les anti-interleukine 1 et interleukine anti-IL6 qui sont utilisés comme première modalité de traitement. Deuxièmement, on a des anticellulaires, donc une modalité de traitement anticellulaire, anti-lymphocytaire B et anti-lymphocytaire T. Donc, premièrement, l'anti-TNF-alpha. Ce sont bien sûr des anticorps monoclonaux ou bien des récepteurs solubles qui vont bloquer le TNF-alpha. On a l'exemple de l'infliximab, l'adalimumab, le certolizumab et la liste s'allonge. Tout ça, ce sont des anticorps monoclonaux. On a du l'étanercept, qui est un récepteur soluble. Et bien sûr, faites attention, là, c'est la notion de la surveillance du risque infectieux. Faites attention avant d'entamer la biothérapie avec l'anti-TNF-alpha. Donc, ça va diminuer la réponse immunitaire, ça va inhiber la réaction immunitaire. Faites attention toujours au risque infectieux. C'est la tuberculose. D'abord, parmi les premières infections des immunodéprimés, ça on avait déjà parlé en infectiologie, c'est de la tuberculose. Là, c'est parmi les premières manifestations ou bien premières maladies à déclarer devant une immunodépression, soit idiopathique ou bien secondaire à un traitement. Donc les biothérapies, premièrement, c'est les anti-TNF-alpha. Deuxièmement, là, les anti-IL6, c'est le tocilizumab. Donc ce sont aussi des anticorps qui vont bloquer leur cible. Là, c'est l'interleukine 6. Donc ils sont à utiliser en IV, en milieu hospitalier, tous les mois. On a l'anti-interleukine 1, c'est l'anakinra. Donc, il est un analogue antagoniste humain du récepteur d'interleukine 1. Et bien sûr, le rituximab, c'est un anticorps anti-CD20 qui va cibler les lymphocytes. Et donc, c'est une prémédication nécessaire pour éviter, bien sûr, les réactions allergiques. Donc, les corticoïdes, au paracétamol, les antihistaminiques. Il est à utiliser en deux cures en intervalle de 15 jours. Dernière modalité du traitement, c'est le traitement chirurgical. C'est la synévectomie ou bien la hénosynévectomie dans les formes graves. Une prothèse de hanche, du genou, de l'épaule, l'arthrodèse de cheville et de poignet et la chirurgie du rachis cervical en cas de complications. Ça, le traitement chirurgical, il est réservé aux formes où les atteintes ne répondent pas au traitement et lorsque l'étendue est grave. Dernièrement, traitement physique. Bien sûr, c'est la rééducation, le repos. Toujours faites attention, il ne faut pas mobiliser le patient devant une polyarthrite rhumatoïde. C'est le repos et la physiothérapie sédative lors des poussées. Faites attention à bouger le patient ou bien de mobiliser les articulations pendant les poussées. L'entretien articulaire et musculaire en dehors des poussées. Donc, sur deux modalités actives, c'est les règles hygiène posturale, les exercices quotidiens de posture. Donc là, c'est en rémission. Je répète, faites attention de mobiliser le patient au niveau des poussées. Donc c'est la sédation au niveau des poussées et l'entretien articulaire pendant les rémissions actives par les exercices quotidiens de posture, passive par les exercices de mobilisation pour lutter contre l'ankylose, qui est une complication répandue au niveau de la PR. Cette rééducation, elle est dangereuse si
elle est mal conduite, c'est pour cela faites attention, ou bien intempestive, ça va aggraver les lésions là, surtout si elle est tentée en période de poussée là, ça va aggraver les lésions encore et encore. On a le recours aux appareillages, c'est l'arthrodèse ou bien les orthèses de repos. On a des orthèses plantaires, des chaussures orthopédiques aussi, ça c'est une orthèse plantaire, c'est une orthèse de repos utilisée pendant les poussées pour immobiliser et bien sûr lutter contre la déformation. Donc la gravité de la pierre, le mauvais pronostic fonctionnel, c'est en cas de déformation au stade qui est irréversible. Dernière plaque, bien sûr, ces patients-là, ils ont une prise en charge qui est à 100%. Donc, c'est de l'ergothérapie. Donc, le principe de l'économie articulaire, l'aide technique, les prescriptions personnalisées. Donc, ça, c'est de l'ergothérapie premièrement. C'est de la médecine physique et de réadaptation. Comme mesure socio-professionnelle, c'est la prise en charge à 100% et l'aménagement du poste de travail. Ça, c'est médico-légal. Le soutien psychologique des patients et bien sûr, toujours devant toute maladie chronique, c'est l'information du patient qu'on a déjà parlé au début de cette partie. Donc ça, c'était tout concernant la polyarthrite rhumatoïde. J'espère que les 3 vidéos étaient bénéfiques. Je vous rencontrerai prochainement dans prochaines vidéos. Restez abonnés pour recevoir les prochains cours durant toute l'année. Je demande en faveur le maximum de partage, le maximum de j'aime, afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Merci pour votre attention et bon courage mes chers confrères.